Comment avoir ChatGPT Plus pour moins cher? Tu paies encore 24 $ par mois pour ChatGPT Plus? Ou peut-être que tu atteins trop vite les limites de la version gratuite mais que tu n'es pas prêt à passer à cet abonnement payant parce que trop cher. Et si aujourd'hui on passait à GPT-5 pour le prix d'un café? Encore mieux si on pouvait choisir entre GPT-5, Claude, Gemini ou même un modèle local sans exploser ton budget. Spoiler, il y a une option à 5 $, une autre gratuite, et même un cockpit IA que tu achètes une seule fois pour la vie. Dans les prochaines minutes, on va tester les formules clés en main les plus rapides pour accéder à GPT-5 pour moins cher, ouvrir l'atelier open source pour les plus bidouilleurs et découvrir un cockpit hybride qui combine liberté et simplicité. À la fin, tu sauras quelle solution colle à ton profil, créateur, freelance, étudiant ou techno-curieux, et comment économiser jusqu'à 80% sur ton abonnement IA. Mais attention, pas question de te promettre la lune, chacune de ces solutions a ses avantages, inconvénients, et je vais t'expliquer clairement, sans fausses promesses, ce que tu peux gagner ou perdre avec ces solutions alternatives. Je suis Sam, informaticien depuis plus de 25 ans le jour et explorateur passionné d'IA le soir. Avec René, mon assistant IA un peu rebelle, René, c'est moi. on compare, automatise, teste et on te montre tout ce qui peut t'aider à créer avec l'IA. Alors, prêt à reprendre le contrôle? Allez, on démarre tout de suite. Avant de plonger dans ces alternatives à ChatGPT+, je tiens à préciser que cette vidéo n'est nullement sponsorisée par aucune des solutions présentées. Imagine, tu sors ton téléphone, tu ouvres une appli, tu tapes ta question et GPT-5 te répond instantanément. Sauf que cette appli, ce n'est pas GPT, mais une alternative plus flexible et surtout moins chère. Bienvenue sur Po. Qu'est-ce que Po exactement? Po, c'est une application IA lancée par la société Quora. Son grand point fort, c'est un abonnement à la carte qui démarre à seulement 5,74 € par mois, l'équivalent de 5 $, et qui peut grimper jusqu'à 288 € par mois, selon ton usage. Avec Po, tu accèdes à plusieurs IA premium, GPT-5, Claude 4, Gemini 2.5, Grok 4, Mistral, et j'en passe. Que ce soit pour générer du texte, de l'image ou des vidéos, tu vas retrouver tous les modèles les plus connus. Tu commandes le menu à 5 €, mais si tu veux les suppléments, tu les prends à la carte. C'est honnête. Po est ultra fluide, tu crées ton compte, tu choisis ton IA et c'est parti. Interface minimaliste, historique synchronisé sur desktop et mobile, aucune configuration technique, mais attention, ce n'est pas ChatGPT+. Tu n'as pas accès aux fonctionnalités avancées comme les projets persistants, les tâches programmées, les custom GPT. Quoique, Po propose quand même de créer ses propres agences qui revient en fait au custom GPT. Et avec Po, tu as la génération d'images natives, et même la vidéo. C'est un accès à GPT-5, pas au cockpit complet d'OpenAI. Et si tu veux découvrir tout ce que tu peux faire avec ChatGPT+, va voir notre vidéo comment utiliser ChatGPT comme un pro, le lien est dans la description. Po fonctionne avec un système de points. Chaque réponse d'un modèle premium te coûte un certain nombre de points. L'abonnement de base, à 5 $ par mois, t'offre un crédit mensuel suffisant pour environ 50 à 100 prompts GPT-5 par jour, selon le type de requête. Si tu dépasses, Po recharge automatiquement ton compte en points et ta facture peut alors grimper jusqu'à 288 € par mois si tu en as une utilisation un peu intensive. C'est comme un forfait téléphonique, ça paraît illimité, mais tu peux te retrouver avec du hors forfait si tu ne fais pas gaffe. Po, c'est clairement une solution plug and play, mais c'est aussi une boîte fermée, tu utilises l'IA comme elle vient sans modifier les réglages ni gérer tes workflows. En clair, parfait pour tester ou brainstormer à la volée. Moins bien pour des projets complexes ou automatisés. Po est disponible à la fois sur ordinateur et sur mobile, et tu as une synchronisation de ton compte entre tes différents devices. Bien, allez, c'est parti pour cette petite démonstration de Po. Donc pour accéder à Po, vous allez sur po.com. Voilà. Donc Po, vous y avez accès via le web, comme ici. Vous pouvez télécharger une application Windows, vous pouvez télécharger l'application Android et télécharger l'application iOS, comme je vous le disais. Donc comment ça se présente? Donc là vous voyez, ça c'est mon historique d'utilisation de Po. Donc vous pouvez faire des tests gratuitement. Donc en fait vous avez un abonnement gratuit à Po, de la même manière que vous pouvez utiliser ChatGPT de manière gratuite. Donc si on va dans mon profil, je regarde les paramètres, voilà. Vous avez droit à 3000 points disponibles par jour.
Voilà. Et à chaque fois que vous allez sélectionner un modèle et que vous allez entrer un prompt, vous allez consommer un certain nombre de points. Alors vous pouvez configurer en fait le nombre de points que vous voulez utiliser par prompt. Alors je vais regarder. Hop. Donc à chaque fois que vous utilisez, donc là, hop, je vais dans bot et application. Là j'ai la liste de tout ce que Po propose. Donc on voit qu'on a les derniers modèles de GPT, de Gemini. On a Gemini, on a DeepSeek, on a Kimi K2, etc., etc. On peut, voilà, là vous avez accès directement au modèle. Donc par exemple, si je vais sur, vous avez GPT images, je vais passer là, si vous voulez générer des images par exemple. Voilà, donc par exemple, je vais sur Claude Sonnet 4, il m'indique que le nombre de points nécessaires pour Sonnet. On peut regarder les tarifs. Donc les tarifs, une entrée de texte, c'est 92 points pour 1000 tokens, une entrée image, c'est la même chose, un message du bot, c'est 869 points, etc., etc. Et donc vous allez pouvoir, quand vous interrogez le modèle concerné, définir, il va vous dire automatiquement si vous avez assez de points ou non pour l'interroger, et vous allez pouvoir définir le nombre de points que vous autorisez à consommer. Donc si on va dans la partie abonnement, on voit que vous avez donc une partie facturée avec un modèle, avec un abonnement annuel, donc ça va vous coûter 4,79 € par mois. Par contre, si vous voulez essayer mensuellement, ce sera 5,74 € par mois. Avec ça, vous avez 10 000 points par jour. Et ensuite, vous passez pour un abonnement à peu près identique, mais légèrement moins cher que ChatGPT+, à 22,99 € par mois, vous avez 1 million de points par mois. Autant dire qu'avec 1 million de points, c'est vraiment pour une utilisation quotidienne et soutenue des intelligences artificielles. Donc bah voilà, je vais vous montrer différentes choses. Donc vous pouvez créer vous-même des choses avec Po et les partager avec la communauté. On a vu donc dans les bots et applications que vous aviez la liste des modèles. Alors ça c'est bien, mais ce qui est encore mieux, si je vais là, c'est que vous pouvez explorer. Et quand vous cliquez sur explorer, vous avez en fait des choses qui sont prédéfinies en fonction de ce que vous voulez faire. Donc par exemple, si je clique sur programmation, bah, il va me proposer différents robots en fait qui sont déjà prévus pour faire du code. Si je remonte, si je fais de la génération d'images par exemple, il va me proposer automatiquement les modèles prévus pour faire de la génération d'images. Et pareil pour la génération de vidéos. Donc la génération de vidéos, on voit que Po propose l'utilisation de VOE, de Sora, de Kling, etc. Donc vous avez vraiment tous les modèles IA dernière génération disponibles directement dans l'interface, vous n'avez pas à changer, et c'est vraiment du plug and play. Vous choisissez quelque chose, et donc là on a les modèles officiels, donc on retrouve ce qu'on avait dans bot et application. Si on regarde dans populaire par exemple, donc là c'est l'équivalent de GPT personnalisé. Ce qu'on retrouve dans l'interface de ChatGPT, ce sont des bots qui sont déjà prévus pour faire une action bien précise. Donc par exemple, là on a le ChatGPT EasyWriter qui est prévu pour faire des essais académiques, etc. etc. Donc vous avez de tout. Vous avez un lecteur vous avez un tarot reader par exemple, hein, vous avez quelque chose pour apprendre, etc., etc. Donc vous pouvez faire vos recherches en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà, Po c'est vraiment du plug and play, c'est vraiment très facile. Au fur et à mesure que vous avez vos chats, ils vont s'afficher sur le côté, et vous pouvez naturellement, là on a fait explorer, mais vous pouvez aussi créer vos propres agents. Donc il vous propose directement différents bots, donc vous pouvez créer un bot de génération d'images, donc par exemple vous êtes créateur sur YouTube, vous voulez créer des miniatures sur YouTube, vous pouvez définir un bot, vous lui donnez un nom, vous lui mettez une description, vous lui choisissez avec quel modèle il va fonctionner, donc vous avez le choix entre Fluxnel, GPT Image, Image 4, etc. Et vous allez pouvoir lui donner des instructions, voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser ce bot comme un GPT personnalisé. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et vous allez pouvoir créer autant de bots que vous voulez. Voilà pour ce petit tour du propriétaire de Po. Alors Po, c'est pour qui exactement? C'est les curieux qui veulent tester plusieurs IA facilement. C'est des créateurs occasionnels qui ne dépassent pas 50 prompts par jour. C'est les étudiants, les mobinautes ou les freelances toujours entre deux rendez-vous. Grâce à l'application mobile, tu as toujours ChatGPT 5 sous la main. Tu veux que ça marche vite et bien, sans prise de tête. Po est parfait. Tu veux bosser avec des projets, créer des assistants IA ou personnaliser ton flux.
Alors ChatGPT Plus a bien plus à offrir. Si tu veux monter d'un cran en confort, sans encore plonger dans le monde des API et donc rester dans le plug and play, Mammouth t'offre une plateforme plus stable, mieux organisée, pour moins de 9 € par mois si tu prends un abonnement annuel. C'est comme passer du fast-food à une bonne cantine bio. Allez, on y va. Si tu veux un outil IA complet, sans t'abonner à 15 services différents, un seul abonnement avec tous les meilleurs modèles 2025, texte et images, avec en plus une vraie interface de travail, alors Mammouth va t'intéresser. Alors c'est quoi Mammouth? Mammouth, c'est une plateforme IA européenne qui regroupe les modèles IA les plus puissants du moment, comme avec Pau. Tu vas donc retrouver GPT-5, Claude 4, Gemini 2.5, Grok 4, Llama, DeepSeek, Mistral et même Perplexity. C'est pas un outil, c'est un zoo complet. Tu demandes un texte, une image, un plan marketing, une blague, tout y passe. Et côté images, tu as accès à Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, Flux, Image 4.0 et même Grok Images. On peut générer une licorne néon qui fait du vélo sur Saturne en 4 styles différents. C'est validé. Mammouth, c'est aussi une interface plutôt bien pensée, avec des onglets pour tes différentes conversations, un moteur de recherche plein texte sur tout ton historique, la possibilité d'organiser par dossier et des personas que tu peux personnaliser selon tes projets. Si tu veux un assistant manager YouTube, bim, c'est 3 clics. Et on va le voir avec la démo, en fait, tu vas retrouver dans Mammouth le fonctionnement des projets de ChatGPT+, avec la possibilité de personnaliser des prompts et d'inclure des fichiers dans ce projet, qu'ici on va appeler un Mammouth. Mammouth propose différents abonnements selon ton usage. Le prix le plus bas que tu puisses avoir avec Mammouth, c'est 9 € par mois pour un abonnement que tu prends de manière annuelle, c'est-à-dire que tu payes en une seule fois, et avec une utilisation un peu limitée, mais qui suffit quand même déjà à faire pas mal de choses. Donc, côté quota, Mammouth fonctionne en fair use élargi. Si tu atteins la limite de ton abonnement sur un modèle, il bascule automatiquement sur l'alternative gratuite du même éditeur, sans casser ta discussion. C'est un peu le même principe avec ton abonnement ChatGPT+. Quand tu as atteint ta limite des, je ne sais plus combien, 80 discussions par heure, tu vas passer sur un GPT-5 mini sans t'en apercevoir. Ce qui est très sympa avec Mammouth, c'est que tu peux changer de modèle à la volée dans la même conversation, ce qui te permet de comparer les réponses de différentes IA comme GPT-5, Claude 4 ou Gemini 2.5 sur une même idée sans copier-coller. Les différentes réponses des différentes IA vont être regroupées dans ton onglet Discussion et tu vas pouvoir retrouver pour une même question toutes les réponses des différentes IA au même endroit. Alors les avantages à utiliser Mammouth, c'est que tu as accès à tous les modèles haut de gamme, texte plus image, au même endroit. Tu as une interface à onglets, tu as un historique qui fonctionne très bien, tu peux uploader des fichiers et tu peux avoir une analyse de ces fichiers en direct. Tu peux switcher facilement et de manière fluide entre les différents modèles, et cette appli est disponible à la fois sur le web, le mobile et desktop. L'inconvénient, pour les plus bidouilleurs, c'est que tu n'as pas de réglage technique possible. Tu ne peux pas régler la température, le nombre de tokens en sortie, etc. Alors, passons à Mammouth. Mammouth, vous ne pouvez pas l'essayer. Vous êtes obligé de prendre un abonnement à Mammouth pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un abonnement minimum, à savoir l'abonnement starter, que j'ai donc payé 10 €, tout simplement parce que je l'ai pris au mois pour pouvoir tester. Si j'avais voulu, je vais retourner là, hop, paramètres du compte, donc gérer mon abonnement, hop, si j'avais voulu le prendre à l'année, voilà, on a 10 € par mois, et si on le prend à l'année, ben ça va me coûter 100 € à l'année, donc 9 € par mois. Donc on a différents abonnements possibles. Vous avez le premier, le starter, qui nous donne accès à tous les LLM. Donc les différents abonnements à Mammouth vous donnent accès aux mêmes fonctionnalités, mais avec des quotas différents. Donc si on fait voir les quotas, donc là je vais faire augmenter mon quota, voilà, et donc là il me propose de mettre à jour mon plan d'abonnement, et on voit que on a accès au même modèle. Par contre, avec le plan starter, donc alors c'est du hors taxe, hein, c'est pas 10 € par mois, j'ai payé 12 €. Voilà. Donc pour 12 € par mois, donc la moitié de ChatGPT+, on a droit à 60 images par mois, on a droit à 50 messages premium toutes les 3 heures, et on a droit à 5 documents
messages longs par mois. Ça me paraît pas beaucoup, ça, il me semble que j'en ai fait plus, moi. Mais bon, c'est toute entrée qui contient plus de 10 000 caractères. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais plus de documents, mais qui n'ont pas été comptés. Maintenant, pour un abonnement standard, donc à 20 € par mois, on retrouve en fait à peu près les mêmes limites qu'avec ChatGPT+. Donc 20 € par mois hors taxe, ça nous fait du 24 € TTC. Donc on revient en fait au tarif de ChatGPT+. La différence, c'est qu'on peut payer un peu moins cher si on prend un abonnement annuel, puisqu'en abonnement annuel, oui, on va payer 200 € par mois, c'est du hors taxe, donc on va payer 240 € par mois, donc on va payer 20 € par mois TTC pour un abonnement équivalent à ChatGPT+. La différence avec ChatGPT+, c'est que avec Mammouth, vous avez accès à tous les modèles IA possibles. Donc les modèles de texte, donc si je commence à taper quelque chose, on a accès à Mistral, Claude, GPT, DeepSeek, Gemini, Llama, Grok. Les modèles d'image, donc on a accès à Flux, GPT Image, Midjourney, Raycraft, Imagen, Stable Diffusion, Grok 2, SVG. Les modèles de recherche, on a accès à Perplexity, on a accès à Deep Research de Perplexity, OpenPerplex, Mistral Web, Grok Web, Llama, Claude. Et en modèle de raisonnement, on a accès au modèle de raisonnement de GPT, donc GPT-5 maintenant, Thinking. On a accès à Gemini Pro, à R1 et à Magistral. Voilà. Donc on a accès à plus de modèles avec Mammouth qu'avec un abonnement à ChatGPT+, puisque avec ChatGPT+, on a accès que aux modèles d'OpenAI, et c'est normal. Alors j'allais vous dire, il y a quelques semaines, l'avantage avec ChatGPT+, c'est que vous avez accès que aux modèles d'OpenAI, mais vous pouvez choisir quel modèle vous utilisez. Depuis l'utilisation, enfin depuis l'arrivée de GPT-5, c'est fini. En fait, vous ne pouvez plus choisir le modèle que vous voulez, puisque GPT-5 intègre en fait un mécanisme de routage de votre requête vers le bon modèle en fonction de ce que vous demandez. Mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine avec notre vidéo dédiée à GPT-5. Voilà. En termes de fonctionnalité, donc vous avez accès à n'importe quel modèle. Alors ce qui est très sympa, c'est qu'avec Mammouth, vous posez une question à Mammouth et vous pouvez lui poser la question pour autant, vous pouvez lui demander d'interroger autant de modèles que vous voulez et il va regrouper les conversations comme ici. Donc par exemple, on va lui demander « Propose-moi un script vidéo sur la règle des tiers en photo ». Donc là, on a les modèles. Par défaut, il va prendre le premier modèle de la liste. On peut modifier l'ordre des modèles. Voilà, si je mets Gemini ici, il va commencer par Gemini. Si je mets GPT ici, il va commencer par GPT. Alors je lance. Donc il interroge bien GPT-5 pour me faire ce script vidéo sur la règle des tiers en photo. Voilà. Donc sachant que j'ai mis un prompt ultra simple, pas détaillé, donc c'est pas forcément l'idéal pour obtenir quelque chose de vraiment satisfaisant, mais c'est juste pour la démo, donc c'est pour ça que j'ai pas écrit un vrai prompt entre guillemets. Et donc une fois qu'il a terminé, vous pouvez continuer la discussion comme vous le feriez avec ChatGPT, mais vous pouvez reprompter avec un autre modèle. Donc par exemple, je vais reprompter avec Claude. Donc je ne change pas l'interface, je ne fais pas de copier-coller, et il me propose la réponse de Claude. Et une fois que je serai passé à une autre discussion, en fait, il va regrouper, donc on revoit les discussions sur le côté, là, donc celle avec ChatGPT et celle avec GPT-5 et celle avec Sonnet Claude, ça doit être Sonnet 4. Et une fois que j'aurai créé une nouvelle discussion, il va regrouper ces discussions dans dans un onglet. Voilà. Donc ça, c'est hyper pratique. Voilà pour les fonctionnalités. L'autre fonctionnalité, c'est que vous pouvez créer vos propres mammouths. Voilà. Donc ça, c'est le mammouth de base. Le mammouth de base, il n'a aucun paramétrage. Maintenant, donc si vous allez dans votre compte, vous faites mes mammouths, voilà, et vous créez un mammouth. Donc vous pouvez lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler démo. Vous pouvez lui donner une couleur, vous pouvez lui mettre un petit accessoire. Bon, c'est assez... Oh, ils ont rajouté un chapeau. Voilà, on va créer un mammouth démo. Voilà. Et dans ce mammouth, un mammouth, c'est l'équivalent, ça a plusieurs utilisations. Un mammouth, c'est l'équivalent d'un projet de ChatGPT+, c'est-à-dire que vous allez lui donner des instructions, donc à quoi en fait ce mammouth va être dédié, et vous allez lui mettre des documents.
Donc à chaque prompt, il va se référer aux instructions et aux documents. Voilà. Alors vous êtes limité à créer 12 mammouths. Moi je trouve que c'est un peu léger parce que à partir du moment où on donne des instructions et des documents, à chaque fois qu'on va poser une question dans ce mammouth, il va se référer à ces instructions et à ces documents. Donc en fait, si on veut quelque chose qui a rapport avec le sujet, mais on voudrait qu'il n'utilise pas les documents ou tout simplement pas les instructions, donc par exemple, j'ai créé un mammouth MSIA, on voit que dans les instructions, en fait, je lui ai mis des instructions pour qu'il me crée des scripts vidéo. Du coup, si je lui pose une question qui a attrait, en fait, qui concerne les mêmes fichiers de mon projet, qui a attrait à ma chaîne YouTube, mon studio IA, certains modèles vont se référer directement aux instructions, donc je ne peux pas lui poser une question en fait. Il va générer un script vidéo de manière systématique. Voilà, c'est un peu de la limite. Bon, on a droit à 12 mammouths, c'est déjà ça. Voilà, et donc ça c'est le premier truc, c'est qu'un mammouth c'est l'équivalent d'un projet. Mais si vous ne lui mettez pas d'instructions et pas de documents, c'est tout simplement une manière de ranger en fait vos conversations proprement. Et là encore, vous n'avez droit qu'à 12 dossiers, donc c'est pas énorme. Ah, donc j'avoue, moi j'ai utilisé Mammouth, ça fait bientôt 1 mois que je l'utilise en prévision de ces vidéos, je voulais faire quelques tests, c'est quand même très pratique, et je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire, tout simplement parce que d'un côté, la possibilité de pouvoir interroger n'importe quel dernier modèle d'IA, c'est hyper pratique et on y prend goût, et c'est vrai que... Alors après c'est piégeux parce qu'on va potentiellement perdre du temps à interroger différents modèles pour comparer et on finit par pas s'en sortir. Quand on est sur ChatGPT, on se pose pas la question, on interroge ChatGPT, c'est un modèle, surtout que maintenant c'est un modèle unique avec GPT et on a notre réponse, et voilà. Grâce à Mammouth, j'ai découvert des modèles de génération d'images, comme Flux par exemple, que je connaissais pas forcément avant. Et donc vous pouvez... Et donc un outil comme Po qu'on a vu juste avant ou Mammouth, ça vous permet par exemple de pouvoir comparer les différentes IA et de savoir laquelle correspond le plus à votre usage. Et donc commencer par une solution comme Po ou Mammouth pour pouvoir tester ces différentes IA avec une interface unique, ça peut être très pratique avant de basculer vers une IA dédiée, et ce sera celle-là, et vous allez vous y tenir. Pourquoi moi j'hésite à basculer sur Mammouth par rapport à mon abonnement actuel à ChatGPT+, tout simplement parce qu'il y a des fonctionnalités que je n'ai pas avec Mammouth. Donc ChatGPT, là ils ont sorti les agents IA, donc ça je vous en parlerai dans 15 jours. Mais suite à vous avez vu, j'ai déjà fait un premier test qui n'était pas très concluant, mais on va pousser un peu le test un peu plus loin et regarder un peu comment ça marche, avec d'autres agents IA, bref. Donc, mais j'ai pas les agents IA dans Mammouth, je peux créer l'équivalent de projets, mais donc, en gros, les Mammouths, c'est un mix entre les projets et les GPT personnalisés. Avec ChatGPT+, vous avez les deux, vous avez les GPT personnalisés d'un côté et les projets de l'autre. C'est bien deux fonctionnalités différentes. Et le gros problème, je trouve, que ce soit Po, Mammouth ou même LibreChat, voilà, c'est l'historique. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à utiliser une solution depuis plusieurs mois, vous avez un historique, moi j'ai un historique qui doit faire pas loin d'1 giga maintenant sur ChatGPT, la reprise de cet historique, alors c'est possible, hein, je l'ai fait, on va voir tout à l'heure sur TypingMine, mais ça va me demander un temps fou de bien tout réorganiser, parce que naturellement, ChatGPT vous offre la possibilité d'exporter votre historique, mais pas de manière très propre. Et en l'occurrence, tout ce que vous avez dans des projets de ChatGPT, en fait, c'est pas regroupé dans des projets. Vous avez toutes vos conversations qui sont rangées n'importe comment. Bref, Mammouth, c'est très pratique pour comparer les différentes IA. Vous avez une interface qui est très fluide, qui est très sympa, il vous alerte quand vous dépassez des quotas, et le tarif est vraiment appréciable pour le service rendu. Alors, Po, c'est pour qui? C'est pour les créateurs de contenu qui bossent au quotidien, c'est pour les freelances qui gèrent des clients, des projets, des idées, c'est pour les PME, les formateurs, les étudiants, tous ceux qui veulent centraliser leur IA sans se prendre la tête. Tu veux pas gérer des clés API, mais tu veux upload plus mid-journée, plus upload PDF, plus repro intelligent dans le même outil? Mammouth. Point final. Si Po c'était le fast-food, Mammouth c'est la brasserie premium. Mais peut-être que toi ce que tu veux c'est la cuisine maison. Plus de contrôle, plus de liberté et zéro cloud. Allez, on range les nappes à carreaux et on passe à l'open source. Ok, avec Po et Mammouth, on a déjà bien fait tomber la facture.
Mais ces services restent des boîtes noires, impossible de choisir la version exacte du modèle, les données restent dans leur cloud, et tu dépends des quotas de l'abonnement que tu as payé. Alors, peut-être que certains d'entre nous veulent ajouter un modèle gratuit, comme Mistral, quand GPT-5 est saturé, ou brancher leur propre base de connaissances, ou même héberger l'IA en interne pour un client sensible au RGPD. Bref, passer du resto à la cuisine ouverte, tu vois les ingrédients, tu règles le feu, tu goûtes et tu ajustes. C'est exactement ce que proposent les solutions open source. Alors, on enfile le tablier, première étape, LibreChat, l'atelier IA maison. Oublie les quotas et les menus uniques. LibreChat, c'est une interface open source que tu héberges où tu veux. Tu y branches GPT-4o, GPT-5, Claude 4, Claude 3.5, ce que tu veux. Bref, la cuisine est ouverte. À toi de choisir les ingrédients. Et c'est gratuit. Tu paies seulement les API, voire rien si tu passes par des modèles open source gratuits. Alors, quelles sont les fonctionnalités phares de LibreChat? Tout d'abord, c'est multi-IA. Pourvu que tu aies une clé API ou que tu l'aies installée localement, tu vas pouvoir interroger n'importe quelle IA. Côté mémoire, c'est totalement libre. Tu vas pouvoir décider ce que LibreChat va retenir. LibreChat est prévu pour être multi-utilisateur. Tu vas pouvoir créer plusieurs comptes, mettre des quotas, gérer la sécurité. Et tu peux même activer multi-utilisateur par email ou Google, pratique pour une équipe ou une classe. LibreChat est prévu pour que tu puisses créer tes propres agents. Tu vas lui préciser des instructions système et des bases de connaissances locales, par exemple. Et enfin, côté export-import, c'est très riche. Que ce soit du JSON, du Markdown pour une sauvegarde complète ou du partage public, tout est possible. En clair, LibreChat, ça transforme ton PC ou ton Mac en studio IA totalement autonome. Et si tu es photographe, tu balances une image héros, GPT-4 au Vision te sort un titre accrocheur, Whisper te dicte ta légende. Alors, combien ça coûte? L'interface de LibreChat, elle est totalement gratuite. De la même manière, si tu utilises des modèles IA locaux, ils seront également gratuits, ce qui veut dire que tu vas pouvoir utiliser des LLM totalement gratuitement. Après, si tu veux utiliser les derniers modèles de différents éditeurs qui sont sortis, comme GPT-5 ou Grok 4 par exemple, tu vas utiliser ce qu'on appelle les API. Et avec ces clés API, tu vas payer en fonction de ton usage. C'est-à-dire que chaque requête que tu vas faire à l'éditeur en question va être facturée en fonction du nombre de tokens en entrée et en sortie de cette requête. Charge à toi donc de vérifier combien coûtent ces appels API en fonction du modèle que tu vas choisir. Tu peux très bien ensuite définir différents agents qui vont interroger différents modèles, et suivant tes requêtes, tu vas utiliser un modèle plus ou moins performant qui va te coûter plus ou moins cher. Donc voilà l'interface de LibreChat. Donc là, vous avez vu, je suis sur librechat-librechat.hf.space, c'est new. C'est quoi? C'est tout simplement la possibilité d'accéder à une version démo de LibreChat. Vous n'êtes pas obligé d'installer le produit pour le tester. Alors vous n'avez naturellement pas accès au dernier modèle, mais ça vous permet de voir un peu à quoi ça va ressembler si vous l'installez chez vous. Donc là, on a la barre latérale. Ici, donc là, vous créez un compte, donc vous connectez avec votre compte Google ou vous créez un compte sur LibreChat. Donc on a différents... Pardon, je vais passer en français, c'est pas plus mal. Voilà, pour avoir... Donc vous avez différents paramètres, donc vous voyez que... Donc ça, c'est des paramètres d'affichage, on a des commandes. Donc déjà, dans la personnalisation, on peut lui dire d'indexer les souvenirs, donc ça, c'est déjà la gestion de la mémoire. Dans le contrôle des données, donc on peut importer des conversations à partir d'un fichier JSON. Donc typiquement, si on passe de ChatGPT à LibreChat, on va pouvoir importer notre historique. Reste à voir comment ça va ressortir. Voilà, et notre compte. Ensuite, ici, vous avez accès à l'ensemble des modèles qui sont configurables. Donc vous voyez que du moment que vous avez installé un modèle en local sur votre serveur ou votre PC, ou que vous avez une clé API, vous avez accès aux différents modèles concernés. Donc là, ça nous donne un aperçu de tout ce qu'on peut faire. Donc on a les modèles par exemple qui sont accessibles en open source sur GitHub. On a les modèles Hugging Face, on peut configurer des modèles DeepSeek, etc., etc. Ensuite, sur le côté à droite, vous allez pouvoir créer des signets. Donc les signets, ça vous permet de regrouper vos conversations sur le côté. Vous allez pouvoir joindre des fichiers, vous allez pouvoir gérer en fait de manière très fine la mémoire, ce qu'on appelle ici des souvenirs.
Donc on va pouvoir filtrer les souvenirs, etc. pour que les réponses de l'IA qu'on interroge, en fonction de notre prompt, va se baser ou non sur ces souvenirs. On va pouvoir se créer un catalogue de prompts, et on va pouvoir créer des agents. Alors les agents, c'est aussi bien donc un agent, ça se réfère à un modèle, donc on va sélectionner un fournisseur, donc voilà, par exemple GPT-5 Turbo, des instructions au système, on peut lui mettre des variables, on peut lui configurer de la recherche web. Vous avez la possibilité d'activer les artefacts. Les artefacts, c'est un peu comme le mode Canva de ChatGPT+. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui demander de créer un fichier formaté et de pouvoir interagir avec ce fichier. Voilà, enfin, clairement, l'ajout de la création d'agents, c'est très très puissant et vous pouvez créer des vrais agents IA directement depuis LibreChat. Donc ça, c'est pour la démo, donc vous pouvez tester cette démo. Je vais vous montrer rapidement. Donc ça, on passe ici. Ici, c'est l'installation que j'ai fait sur mon PC. Donc on voit qu'on est sur Localhost. Localhost qui correspond à mon PC. J'ai commencé à configurer avec ma clé API OpenAI, donc j'ai accès aux différents modèles de GPT. J'ai commencé à créer des agents, donc un générateur d'images qui est basé sur GPT Image 1. J'en ai créé un autre qui est basé sur Flux, par exemple, dans lequel on peut lui donner en fait différentes instructions, comme le format de sortie et le point à utiliser pour utiliser un certain modèle de flux. Donc pareil, pour ça il faut une clé API flux. Le plugin c'est obsolète, enfin voilà. Donc c'est exactement pareil que la version de démo, sauf que là moi j'ai commencé à faire ma propre installation avec mes propres clés et mes propres agents. To be continued, ou affaire à suivre en français. Merci. Alors, c'est quoi les avantages principaux à utiliser LibreChat? Déjà, c'est gratuit. Ensuite, tu as un contrôle total sur ce que tu veux faire, que ce soit l'utilisation des modèles ou leur réglage. Tu peux créer des agents IA de manière illimitée, et tu peux utiliser des IA installées localement. Alors, on va pas se mentir, c'est quoi les faiblesses de LibreChat? Tout d'abord, LibreChat, c'est pas fait pour tout le monde. Il va te falloir un minimum de bagage technique pour l'installer. Ensuite, à partir du moment où tu as installé le produit sur ton PC ou sur un serveur, tu vas pouvoir y accéder que quand ce PC ou ce serveur est accessible. Donc il faut qu'il soit là H24 si tu veux utiliser H24 ton IA. Et avec LibreChat, t'as pas d'app mobile, donc pas question d'interroger ChatGPT avec LibreChat entre deux rendez-vous. Si tu sais installer WordPress, tu sauras installer LibreChat. Mais si taper sudo te donne des sueurs froides, reste à table, le chef OpenWeb y arrive. Alors, LibreChat, c'est pour qui? Déjà, c'est pour les technophiles. Il faut quand même être un peu bidouilleur pour installer LibreChat. Et on va pas se mentir, LibreChat, c'est quand même plus fait pour des PME, voire des grandes entreprises qui vont vouloir installer une IA localement dans leurs locaux, qui ont besoin de protéger leurs données et qui n'ont pas envie que leurs données partent dans le cloud d'OpenAI ou de Grok. Maintenant, en tant que particulier, en tant qu'indépendant, en tant que créateur exigeant, tu peux vouloir utiliser LibreChat et l'installer toi-même en local, et c'est faisable. Moi, je l'ai fait. Alors c'est certes, à la base, je suis informaticien, mais j'ai quand même un peu galéré, mais grâce à l'aide de René, on y est arrivé, et je pense que l'expérience n'est pas terminée, parce que j'aimerais bien, justement, transformer un vieux PC en véritable studio IA, avoir des IA locales, les entraîner avec mes données, avec mes images par exemple, pour pouvoir créer vraiment en fonction de mon univers. Mais clairement, pour une utilisation au quotidien qui nécessite pas plus de personnalisation que ça, LibreChat n'est pas forcément la solution la plus accessible. Bon, LibreChat, disons que c'est le couteau suisse, mais certains veulent avoir le même pouvoir avec une interface encore plus fluide, et une installation la plus courte possible. Temps de cuisson, une seule ligne Docker. On passe à OpenWebUI. Tu veux le pouvoir du local sans passer 1 heure dans le terminal? OpenWebUI, c'est l'interface IA tout en un qui s'installe en une seule ligne de commande. Et dès le lancement, tu profites de GPT-5 ou GPT-4o, des modèles locaux comme Mistral ou Llama via un autre outil qu'on appelle Ollama. OpenWebUI, c'est une alternative à LibreChat, mais le principe est à peu près le même. J'entends par là que tu vas devoir l'installer en local sur un PC, un serveur, et tu pourras y accéder que quand ce PC ou ce serveur sera disponible.
Alors OpenWebUI est conçu dès le départ pour pouvoir accéder à des IA installées localement. Par contre, côté API, au départ, c'était prévu pour s'interfacer facilement avec OpenAI. Maintenant, c'est comme LibreChat, tu peux plugger à peu près n'importe quelle IA que tu veux facilement. Donc si actuellement tu utilises principalement les modèles d'OpenAI ou des modèles locaux, OpenWebUI, c'est parfait. Si tu veux switcher avec d'autres modèles, d'autres fournisseurs, comme Mistral ou Google, LibreChat sera peut-être un peu plus fluide. Et la grosse différence entre OpenWebUI et LibreChat, c'est que OpenWebUI, la configuration, elle se fait principalement dans l'outil lui-même. Tu as accès à plein de menus qui te permettent de tout régler comme tu veux. Comme LibreChat, c'est quand même relativement proche comme produit. La différence, c'est que LibreChat, tu vas tout configurer en dehors de l'interface, dans des fichiers de configuration. Donc c'est un peu plus un truc de geek, LibreChat, que OpenWebUI, où tu peux quand même faire du clicodrome, si je puis dire. Donc les avantages par rapport à LibreChat, c'est peut-être une installation un peu plus facile, quoique c'est quand même sensiblement la même chose, les deux se basent sur une technologie qu'on appelle Docker, donc voilà. Tu as une interface qui est peut-être plus moderne que LibreChat, mais LibreChat c'est très proche de l'interface de ChatGPT, donc si tu es habitué à ChatGPT, tu t'y retrouveras sûrement plus facilement avec LibreChat. Comme LibreChat, c'est multi-utilisateur, et c'est configurable, paramétrable à l'infini. Comme si tu branchais un micro-ondes. Tu branches, tu chauffes, ça marche. Même ton stagiaire en communication peut se connecter avec Google et poser ses questions. OpenWebUI. Alors, OpenWebUI, vous ne pouvez pas le tester avant de l'installer. Vous êtes obligé de l'installer pour pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc, je l'ai fait. Je l'ai installé sur mon PC, comme on peut voir. Voilà, dans un conteneur Docker. Et à la différence de LibreChat, donc LibreChat, on peut créer, donc on voit ici, on peut créer des agents, on peut organiser nos conversations avec des signets, on peut joindre des fichiers. Dans LibreChat, l'interface, elle est vraiment pour gérer le côté conversationnel de votre utilisation de l'intelligence artificielle, d'accord? Vous n'avez pas de paramétrage dans l'interface, pas de paramétrage technique dans l'interface de LibreChat. Tout le paramétrage se fait par des fichiers de configuration dans votre installation de LibreChat. La philosophie de OpenWebUI, elle est complètement différente, puisqu'en fait, vous allez tout pouvoir faire via l'interface. Donc, c'est un côté très pratique. Donc, sur le côté, donc là, vous avez les paramètres, par exemple, vous avez les contrôles de la conversation. Alors, c'est pas parce que vous pouvez tout faire avec l'interface que c'est forcément plus facile, puisque là, par exemple, vous voyez que dans les réglages de la conversation, vous pouvez vraiment affiner tous les paramètres par défaut propres à un LLM. Donc typiquement le top K, le top P, la température, les appels de fonctions, etc., etc. Et vous pouvez définir le prompt system que vous utilisez en fonction du modèle. Alors c'est quoi le prompt system? Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Par exemple, si je retourne sur Mammouth, je vais aller sur Mammouth et je vais lui demander, donc là par défaut il va m'interroger GPT en premier, donc je vais lui demander quel est ton prompt system. Et donc c'est GPT qui va répondre, c'est confidentiel, donc il ne peut pas me le donner, mais en gros, le prompt system, c'est de la même manière que quand vous créez un GPT personnalisé, vous allez donner des instructions personnalisées pour qu'il réponde d'une certaine manière. Ces GPT personnalisés, ces instructions, elles vont venir se rajouter à un prompt de base qui est le prompt system. Et ça, c'est la manière dont le fournisseur, en l'occurrence OpenAI, a configuré son modèle pour pouvoir interagir avec vous. Avec une solution open source comme LibreChat ou OpenWebUI, vous allez pouvoir définir votre propre prompt system. Un prompt system, c'est notamment fait pour donner des garde-fous. Et donc c'est le prompt system d'OpenAI qui fait que vous n'allez pas pouvoir aborder tous les sujets, vous n'allez pas pouvoir lui demander n'importe quoi afin de garantir la sécurité de tous, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir demander à ChatGPT comment faire une bombe. Ah mais t'es là, gros chat! Il fallait le dire, t'étais là, je savais pas que t'étais là! Attends, j'arrive! Oui, gros chat! Va, gros chat! Va voir maman! Oui! Donc vous allez pouvoir définir votre prompt system.
Je retourne dans Mammouth, et si on reprompte avec Claude par exemple, et que je lui demande son prompt système, il n'a pas accès à son prompt système complet. J'ai demandé à Claude, donc si on demande à Claude quel est son prompt système, il dit qu'il ne veut pas nous le donner, donc je lui ai demandé de chercher sur le web quel est le prompt système de ChatGPT, et donc il nous indique qu'il y a à peu près 1700 tokens dedans, que ça inclut des instructions sur le comportement, des directives de sécurité, les capacités, des règles, voilà, et des instructions sur le formatage des réponses. Mais revenons à OpenWebUI, donc ici on a donc les contrôles de la conversion avec un prompt système de base et les différents paramètres qu'on va pouvoir configurer. Maintenant on va aller dans notre profil, et si je vais... Donc ici on a accès aux réglages, donc pareil, donc on a les réglages généraux, donc pareil on peut lui remettre le prompt système avec la réglage avancée, donc ça revient au réglage qui était là-haut. On peut faire des réglages sur l'interface utilisateur, les différentes connexions à différentes API, des serveurs d'outils, la mémoire, on peut lui personnaliser la manière dont on gère la mémoire, donc voilà, on peut ajouter des éléments à se souvenir, et on peut effacer la mémoire. Voilà, on peut importer, exporter les conversations, donc on va pouvoir importer les conversations qui viennent par exemple de ChatGPT pour pouvoir, si on veut migrer, pour les retrouver ici. Et ensuite, on a accès, et c'est là, accrochez-vous, aux réglages d'administration. Et c'est là que on entre dans le cœur du réacteur. Donc dans les réglages d'administration, on a tous les réglages. Donc là, on a sur les réglages de OpenWebUI, donc les fonctionnalités. Donc là, on peut brancher ça sur un LDAP pour le multicompte, etc., etc. On a les différentes connexions. Donc les différentes connexions, on va définir en fait les points de connexion aux différentes API qu'on va utiliser. Donc par exemple, moi pour l'instant, j'en ai configuré 2. J'ai configuré la connexion vers OpenAI, sur lequel j'ai une clé API, et la connexion vers Ollama, que j'ai également installé sur le PC. Donc Ollama, c'est un système qui vous permet de gérer des modèles d'IA locaux. Voilà. Donc voilà pourquoi il va utiliser ce point. Et donc ensuite on passe aux modèles en eux-mêmes. Donc ici j'ai accès à tous les modèles qui sont déjà configurés dans mon interface. Donc étant donné que j'ai rentré une clé API d'OpenAI, j'ai les différents modèles d'OpenAI qui s'affichent. Donc par chat, je peux choisir quel modèle je veux interroger en particulier. Et j'ai également d'autres modèles. Donc voilà par exemple le code test, le codex mini-latest, le gma-latest. Donc ça, c'est des modèles locaux que j'ai installés via Ollama. Et vous avez ici la petite flèche comme un download qui est gérer les modèles. Voilà. Et donc gérer les modèles, ça nous permet via par exemple Ollama, qui est accessible ici, je peux lui demander d'aller télécharger des modèles. Par exemple, si je clique ici, je vais voir l'ensemble des modèles disponible via Ollama. Voilà, donc ça c'est tous les modèles que je pourrais installer en local. Donc Mistral, on a vu avant DeepSeek R1, etc., etc. Et donc je peux installer tous ces modèles et les avoir à disposition dans OpenWebUI directement. Je peux également créer un modèle, voilà, donc je peux partir d'un modèle existant et l'enrichir, voilà. C'est une vraie station pour customiser une IA, customiser un modèle, vous pouvez faire ce que vous voulez. On retrouve des serveurs d'outils externes, comme dans LibreChat. Vous pouvez faire de la recherche web, donc vous pouvez configurer un moteur de recherche, et donc, par exemple, ici j'ai DuckDuckGo, mais je pourrais très bien configurer en recherche web Perplexity. Et si j'utilise Perplexity, par défaut, il va utiliser le modèle Sonar, et donc pour ça, il faut juste que j'entre une clé API de Perplexity, et je pourrais avoir accès à Perplexity directement depuis mon PC, sans passer par l'interface de Perplexity. On a la même chose pour l'exécution de code, on peut choisir différents moteurs d'exécution de code, et on retrouve les réglages d'interface utilisateur, de pipeline, etc. Voilà pour cette présentation succincte, OpenWebUI. Le but c'est pas de vous faire un tuto complet, c'est juste de vous présenter la solution et que vous voyez la richesse que ça apporte, mais également la complexité. Voilà, il faut vraiment avoir des cas d'usage qui font que vous allez avoir envie d'utiliser ce type de solution. Pas de plugin à installer, pas de clé supplémentaire, tout est déjà dans la boîte. Comme LibreChat, OpenWebUI est plutôt conçu pour des équipes
ou des petites entreprises, voire même des grandes entreprises qui veulent installer quelque chose en local, pas avoir ces données dans le cloud, et pouvoir partager cet accès entre plusieurs utilisateurs. Mais si tu es un créateur un peu curieux et que tu n'as pas peur de mettre les mains dans le cambouis, OpenWebUI ou LibreChat, c'est des solutions qui valent le coup parce que tu vas pouvoir t'affranchir de tous tes abonnements. Et tu vas payer que au coup par coup en fonction de ton utilisation réelle. Si LibreChat est ton garage d'ingénieur, OpenWebUI est ton studio design Apple. Tu branches, ça marche, et c'est joli. Bon, OpenWebUI, LibreChat, ça t'offre la fluidité de la puissance locale. Mais ça reste un peu compliqué à installer et à maintenir et à configurer. Alors, si on voulait la liberté multimodèle, sans serveur, sans Docker et toujours sans abonnement. C'est le moment d'embarquer dans le cockpit TypingMind, licence unique, API au choix, zéro quota. On a donc goûté les menus clés en main avec Po et Mammouth. On vient de cuisiner maison avec LibreChat et OpenWebUI. On a là deux mondes, zéro effort mais peu de réglages, ou pouvoir total mais un serveur à gérer. Et si on prenait le meilleur des deux, un outil qui te laisse brancher tous les modèles que tu veux, GPT-5, Claude 4, etc., via tes propres clés API, mais sans Docker, sans serveur, juste une appli web prête à l'emploi. Et bonus, toujours pas d'abonnement mensuel. Par contre, c'est payant, mais tu l'achètes une fois et c'est à toi. Le cockpit d'avion où tu choisis l'IA. Tu pilotes les coups, mais on t'apporte quand même le café en cabine. Alors, cette solution hybride, elle s'appelle TypingMind. Alors, accroche ta ceinture, on décolle vers le dernier chapitre pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Voici donc TypingMind, l'interface qui te donne la liberté de LibreChat, mais sans serveur ni Docker, et la simplicité de Po ou Mammouth, mais sans abonnement mensuel. TypingMind, c'est un logiciel que tu achètes avec une licence à vie. Tu as le choix entre une version standard à 39 € et une version premium à 99 €. On va revenir dans le détail sur ce que ça représente. Une fois que tu as acheté TypingMind, tu vas brancher tes clés API. Tu vas aller les configurer chez OpenAI, Anthropic, Google, Mistral ou Grok. Tu vas les rentrer dans le logiciel et tu vas ensuite pouvoir interroger ces IA sans aucune limite de message. Tu vas payer en fonction de ton usage. Comme avec LibreChat et OpenWebUI, sauf que là, c'est beaucoup plus facile. C'est ton cockpit d'avion privé. Tu choisis le moteur, l'altitude, la destination, et tu ne repasses pas à la caisse tous les mois. Donc l'installation et la prise en main de TypingMind, c'est zéro terminal. Tu achètes ta licence, tu ouvres le tableau de bord, tu colles tes clés API, et TypingMind va reconnaître automatiquement les modèles IA auxquels tu as accès. Clic, clic, c'est prêt. Alors, pour être tout à fait honnête, moi je n'ai pas acheté de licence TypingMind. J'ai utilisé la version gratuite. Donc on va voir en quoi j'ai été limité dans mes tests. Pour autant, on peut l'utiliser tout à fait gratuitement, importer même son historique, configurer ses clés API et l'interroger tout à fait normalement. Donc avec TypingMind, tu peux avoir une web app qui est auto-hébergée, c'est-à-dire qu'elle va tourner sur ton PC. Et donc là, on retrouve le même travers qu'avec LibreChat et OpenWebUI, c'est-à-dire que si tu as installé TypingMind sur un ordinateur, tu ne vas pas retrouver tes données sur un autre. Et c'est là qu'ils sont très forts, parce qu'ils te proposent, moyennant un abonnement supplémentaire, donc effectivement on retrouve un abonnement, de synchroniser tes données entre tes différents devices. Et pour ceux qui se demandent comment je pourrais faire, moi, par exemple, avec LibreChat ou OpenWebUI, pour avoir mes données partout, c'est tout simplement d'avoir un petit serveur hébergé et qui soit accessible depuis n'importe où. J'y accéderai via une URL directement depuis n'importe quel navigateur. Donc ce Sync Cloud, qui est optionnel et qui commence à 5 $ par mois, ça te permet de sauvegarder tes données et les synchroniser. En 5 minutes, tu pilotes GPT-4o, Claude, Gemini depuis la même fenêtre sans toucher une seule commande Docker. Quelles sont les fonctionnalités clés de TypingMind? TypingMind est donc conçu pour être multimodèle. Tu changes d'IA en un clic et tu peux comparer les réponses côte à côte. Tu as une organisation avancée, tu peux créer des dossiers, des tags, tu peux faire des recherches dans tes discussions. Tu peux faire des forks de conversation. Tu peux créer autant d'agents IA que tu veux. Tu vas préciser un rôle, une base de connaissances et pouf, c'est parti. Tu vas pouvoir gérer la mémoire selon 3 modes. 0, local ou
cloud, donc chiffrée, mais donc payante. Comme avec les autres solutions, tu vas pouvoir générer des images, que ce soit avec DALL-E, Stable Diffusion ou Midjourney. Et oui, Midjourney, ça peut être étonnant, parce que Midjourney, on y accède via Discord, et il n'y a pas d'API officielle de Midjourney. Alors vous voyez fleurir sur le web des possibilités d'interroger Midjourney via des API, on l'a vu d'ailleurs avec Mammouth, avec Mammouth on peut interroger Midjourney, et donc il passe forcément par quelque chose de non officiel, donc on n'a pas de garantie que ça va forcément être pérenne dans le temps. TypingMind c'est pareil, on peut accéder à Midjourney via un plugin. TypingMind, ça se comporte un peu comme un Notion pour prompt. Tu classes, tu recherches, tu dupliques, tu archives. C'est hyper pratique. Et tu peux même chaîner les agents, stratège SEO, rédacteur optimisé, correcteur stylé, en un workflow. Alors, parlons un peu du prix, des coûts réels et des seuils d'amortissement. La première année, tu vas payer 99 € pour ta licence premium, et tu vas payer 0 € pour les années qui suivent, puisque le logiciel, tu l'as acheté à vie. Ensuite, tu vas payer en fonction de ton usage, donc plus tu fais de messages à GPT, plus tu vas payer cher en fonction de ta clé API. Et enfin, si tu veux de la mémoire cloud, ou pouvoir synchroniser tes devices, tu vas payer au minimum 5 $ par mois avec TypingMind. Donc en fonction de ton utilisation, disons que si tu fais environ 300 messages GPT-5 par mois, ça va te coûter à peu près 45 € à l'année. Donc si on récapitule, la première année, utiliser TypingMind, ça va te coûter 160 €, et l'année suivante, 60 €. T'es gros producteur plus de 750 messages par mois? GPT-5 direct via Plus peut redevenir rentable. À toi de doser. C'est là que des solutions comme Po ou Mammouth sont quand même plus encore grand public, puisque tu as un abonnement, tu sais que tu as droit à tant, et que si jamais tu dépasses les quotas liés à cet abonnement, le produit va automatiquement te brider. Avec LibreChat, OpenWebUI ou TypingMind, c'est open bar. Donc attention à la facture finale. Donc pour accéder à TypingMind, vous allez aller, hop là, donc naturellement, ils veulent me vendre une licence, donc vous allez aller sur typingmind.com, voilà. Donc ça c'est l'interface web, mais on peut avoir une application, donc si je fais ouvrir dans l'appli, il m'ouvre automatiquement l'application que j'ai installée sur le PC. Voilà, donc là on voit par exemple, sur le côté, tous ces chats, donc tout ça c'est des choses, et vous voyez que j'en ai 952 en attente. Tout ça, c'est un historique de conversation qui est hébergé en local sur mon PC et que j'ai importé depuis ChatGPT. Donc vous pouvez très bien basculer de l'utilisation de votre IA actuelle vers TypingMind facilement. Par contre, ça va vous demander un peu de boulot puisque, comme je vous le disais, en fait, rien n'est classé. Donc il va falloir que vous rangiez vous-même en fait les différentes conversations. TypingMind, c'est assez pratique pour ça. Vous allez pouvoir créer des nouveaux projets dossiers. Donc là, si je crée un projet démo, on peut paramétrer ce projet. Donc, comme on peut le faire avec un projet ChatGPT, on peut choisir... Voilà, donc moi, j'y ai pas accès, puisque en fait, il faudrait que j'ai une licence. Et d'ailleurs, on va commencer par là. On va regarder à quoi nous donnent accès les différentes licences. Donc, la licence standard. Bon, déjà, on n'a plus de pub. C'est pas mal. On a droit aux fonctions basiques. On ne sait pas ce que c'est, mais on y a droit. On peut avoir des agents IA, on peut avoir de la voix, et on peut partager des chats. Avec la licence Extended, on peut faire de la recherche web, on peut faire du text-to-speech, on peut uploader des documents, et on peut générer des images. Voilà. Et avec la version Premium, qui est en promo à 50%, je pense, de manière permanente, mais on va dire que c'est une promo. En tout cas, c'est censé se terminer bientôt, donc profitez-en. Voilà, donc avec la licence à 100 $, on a bien un outil multimodèle avec, on peut installer autant de plugins qu'on veut, on peut gérer donc des projets via des dossiers comme on l'a vu juste avant, on a accès aux artefacts, donc la même chose que je vous montrais tout à l'heure avec LibreChat en fait, on peut activer l'affichage de contenu interactif, donc vous allez générer par exemple une page HTML et vous allez pouvoir faire évoluer votre conversation et faire évoluer le document au fur et à mesure. Et vous avez éventuellement des mises à jour futures gratuites que vous n'avez pas avec les licences de base. Donc comme je vous le disais, moi pour l'instant j'ai pas acheté de licence parce que je suis pas sûr que je veuille acheter
TypingMind, puisque j'avais beaucoup d'interrogations, notamment par rapport à la gestion de la mémoire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que TypingMind, pour la gestion de la mémoire, si je vais dans Réglages, propose des extensions. Voilà. Et oui, il existe bien un plugin payant pour gérer la mémoire dans TypingMind, c'est Memory Plugin. Tu peux d'ailleurs te le procurer pour LibreChat aussi, mais tu peux aussi construire ta propre mémoire dans TypingMind avec Memory MCP, un serveur MCP dédié à la mémoire que tu actives ensuite comme un plugin. donc, si on parcourt un peu à quoi ressemble l'interface de TypingMind, donc ici on a discuté, donc on va pouvoir créer un nouveau chat, hop, et utiliser le modèle pour lequel on aura mis notre clé API. Donc là, par exemple, il me propose Claude Sonnet, mais sauf que pour l'instant, j'ai pas mis de clé API, donc ça va pas marcher. On peut créer des agents, donc il y a déjà des agents qui sont prédéfinis, mais on peut créer notre propre agent IA. Alors un agent IA dans TypingMind, c'est l'équivalent d'un GPT personnalisé. C'est pas un agent IA en tant que tel. Donc voilà, vous avez différents agents déjà configurés. Vous pouvez faire une bibliothèque de prompts, donc très pratique, hein, quand vous utilisez toujours les mêmes prompts, vous pouvez les stocker ici, et vous pouvez aussi profiter de prompts qui sont déjà créés. Vous allez pouvoir accéder à des plugins, donc dans les plugins, les plugins sont faits pour étendre les capacités de l'IA et les fonctions. Donc par exemple, un plugin, ça va être pour créer des images avec TypingMind, vous allez utiliser un plugin. Donc par exemple, si je prends GPT Image Editor, voilà, donc on peut activer ces plugins, on peut accéder à un magasin de plugins. Donc par exemple, on a Perplexity Search pour accéder à Perplexity. Et donc vous avez les différents modèles. Donc les différents modèles, on peut gérer les modèles et ajouter des modèles personnalisés. Alors, pourquoi ajouter des modèles personnalisés? Tout simplement, on voit que dans les modèles disponibles, on a GPT, on a Claude, on a Gemini, voilà, on a GPT, on a Claude, on a Gemini, bah, il est où Mistral? Bah, il est où Grok? Et voilà, pour l'instant, en fait, en standard dans TypingMind, on a les modèles d'Anthropic, les modèles d'OpenAI et les modèles Google. Mais le logiciel est bien fait, on peut ajouter des modèles personnalisés. Et donc, quand on importe un modèle personnalisé, donc par exemple, ils nous ont déjà facilité le travail. Si on veut un modèle de Mistral, il nous explique comment faire. Voilà. Donc tout est expliqué, vous rentrez votre clé API, etc. etc. Et donc c'est la même chose pour Grok, c'est la même chose pour Perplexity. Là on a Open Azure par exemple. Base de connaissances, donc vous allez pouvoir rajouter en fait différents documents dans TypingMind qui vont constituer en fait la base de connaissances sur laquelle va se baser l'IA pour vous répondre. Vous pouvez gérer des équipes, donc créer différents comptes avec différents rôles et permissions. Et dans les réglages, c'est là que on a les données de stockage. Donc vous pouvez stocker en local tout votre historique, il n'y a aucun souci. Et ensuite vous pouvez stocker tout ça dans le cloud, moyennant un abonnement supplémentaire, comme je vous le disais juste avant. On retrouve ça juste en dessous, synchronisation des datas avec le cloud. Voilà, sachant qu'on a droit à 50 mégas gratuits de base. Donc vous avez différentes options pour synchroniser les données, etc. Et donc là, le cœur du système, c'est la partie clé API. Et donc c'est là que vous allez rentrer vos différentes clés API qui vont vous permettre d'interroger les différentes IA que vous avez configurées dans TypingMind. Alors, n'ayez pas peur, créer une clé API, ça va vous prendre à peu près 2 minutes par fournisseur. Je veux dire, vous allez sur le site, enfin en plus là, TypingMind vous guide, hein, donc vous pouvez obtenir la clé API ici, donc par Anthropic. Voilà, donc vous allez vous créer un compte chez Anthropic, donc soit vous le faites avec votre compte, soit vous le faites avec un compte Google, donc moi, ou une adresse mail, donc moi je vais le faire avec un compte Google par exemple, voilà, en live. Je vais lui dire que c'est un compte individuel, voilà, et là j'arrive directement sur créer une clé API. Donc voilà, je vais lui mettre, je vais lui dire que c'est pour TypingMind par exemple. Comme ça, je saurai que cette clé-là, elle est faite pour ça. Et voilà, j'ai ma clé. Ok ? Et pour que ça fonctionne, forcément, il faudra aller dans Billing, et puis il faudra acheter des crédits, parce que si vous avez une clé API, mais que vous n'avez pas prévu de payer pour, ça va pas marcher.
Alors, avec Anthropic, vous avez par exemple, si on va dans les limites, on voit que on a la possibilité, visiblement, d'accéder à l'API de manière gratuite, en ayant accès à certains modèles, et en faisant 5 requêtes par minute. Voilà. Donc vous pouvez tester l'API d'Anthropic, ça devrait fonctionner. Donc je reviens à l'interface de TypingMind, donc c'est là que vous allez renseigner vos différentes clés. La clé de licence, ça c'est la clé de TypingMind, et puis après vous avez tout le reste. Voilà. Si ça vous intéresse que je vous fasse une démo beaucoup plus poussée, un tuto beaucoup plus complet sur TypingMind, eh bien je vous laisse me financer la licence. Vous pouvez le faire via YouTube, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez faire des dons, vous pouvez vous inscrire à mes programmes d'abonnement, et ces programmes sont prévus justement pour que je puisse réaliser des choses plus poussées, des démos, des tutos avec des choses qui sont payantes. Et donc là, typiquement, moi, j'ai pas voulu débourser les 100$ pour faire un cours approfondi sur TypingMind, sachant que je savais pas si ça vous intéressait. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette... L'idée, c'est pas de vous faire, pareil, une démo complète, ou voilà, c'est plus de vous montrer un peu les différentes possibilités qu'on a avec TypingMind. Donc on voit qu'on a quand même pas mal de features, pas mal de possibilités, pas mal de... On peut regrouper nos projets, on peut créer des projets, on peut créer des agents, donc on est vraiment très proche de l'utilisation de ChatGPT+, avec TypingMind, comme on l'est avec LibreChat ou OpenWebUI, mais de manière quand même vachement plus facile. La différence avec TypingMind, c'est que c'est comment vous gérez vos données, vos historiques entre vos différents devices, et à moins de payer un abonnement supplémentaire pour avoir une synchronisation cloud, vous allez être un peu coincé, ce que vous n'avez pas avec les solutions classiques, que ce soit les solutions ChatGPT ou d'un autre fournisseur, mais bon, ChatGPT en l'occurrence, puisque c'est de ça dont on parle, que ce soit avec Po ou Mammut, en fait, vu que vos données sont dans le cloud, vous avez à vous occuper de rien, c'est fait automatiquement par l'éditeur. Mais ce qui veut dire que vos données sont principalement stockées aux États-Unis. Alors, quelles sont les forces et les limites de ce produit? Tout d'abord, dans les forces, on a cette licence à vie. Tu payes pas d'abonnement. Ensuite, c'est un produit multi-IA total. Il suffit que tu aies une clé API et tu vas pouvoir l'intégrer dans TypingMind. Tu as 0 quota. Tu payes en fonction de ta consommation. Mais ça veut dire que le coût va dépendre du coût des API. Donc à toi de te renseigner pour savoir combien va te coûter ton utilisation. Tu as une organisation de tes discussions relativement pro dans TypingMind. Tu vas pouvoir créer des dossiers, des tags, faire des recherches. Et tu as des plugins qui sont intégrés, notamment pour créer des images. Maintenant, dans les limites, on a cet investissement initial, entre 40 et 100 €, suivant la version que tu veux. Tu as quand même nécessité d'aller créer tes clés API chez les différents fournisseurs. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Vu que tu vas payer à la consommation, ça peut vite te revenir cher si tu fais pas gaffe à ce que tu utilises. Et tu as une mémoire cloud payante. Si tu veux synchroniser TypingMind entre différents devices, tu vas être obligé de passer par leur mécanisme de cloud. Donc déjà, tes données vont partir dans le cloud, même si c'est chiffré. Donc ça, si tu voulais de la confidentialité, c'est perdu. Soit tu fais le choix de ne pas accéder à TypingMind sur tous tes devices et tu restes en local. Côté dépendance, tu es lié au fournisseur d'API. Mais ça, t'en changes quand tu veux. T'as pas de serveur à maintenir, t'as pas de limite de message, mais il faut gérer ton budget token. Et n'oublie pas, tu peux basculer sur Mistral via Grok gratuit pour les brouillons et GPT-4 pour la touche finale. Alors, TypingMind, c'est pour qui? C'est pour les créateurs réguliers qui vont avoir entre 100 et 500 prompts par mois, qui bossent sur plusieurs projets. C'est pour des formateurs, des agences, des PME qui veulent un outil interne solide, mais sans maintenance de serveur. C'est pour les freelances qui jonglent entre Claude, GPT, Gemini pour optimiser la facture. Allez, on conclut? On résume qui doit choisir quoi et comment économiser juste après ça. En résumé, tu utilises l'IA de manière modérée, tu utilises Po. Si tu utilises de manière quotidienne, alors tu passes à Mammut. Si tu veux utiliser quelque chose de local, ne rien avoir dans le cloud, pas d'abonnement, tu vas utiliser LibreChat ou OpenWebUI. Et si tu veux un pilotage hybride, alors tu passes sur TypingMind. Tu l'auras compris, seuls LibreChat et OpenWebUI peuvent vraiment rivaliser avec un abonnement à ChatGPT+ en termes de fonctionnalités. Mais Po, Mammut ou TypingMind t'apportent le multi-IA avec toutes les fonctionnalités de base de ChatGPT, et ça fait réfléchir quand même. Si tu n'utilises pas les agents de chat pour toutes les tâches planifiées, alors pas d'hésitation, tu peux sauter le pas. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on fait
Est-ce qu'on continue de payer ChatGPT à 24-25 € par mois ou est-ce qu'on passe à une autre solution? J'ai pas la réponse. C'est à vous de décider par vous-même en fonction. J'espère vous avoir apporté quelques éléments de réponse pour faire votre choix. Je vous avoue que j'ai pas la réponse tout simplement parce que je l'ai pas pour moi, je continue de tergiverser. J'ai en tête, pour tout vous dire, ça me dérange de continuer de payer un abonnement à ChatGPT, tout simplement parce que ça me donne accès que aux modèles d'OpenAI, qui sont très bons, mais qui sont pas forcément les meilleurs suivant ce que je veux faire. Et donc, par exemple, si je veux faire une recherche sur Internet, Perplexity, c'est quand même vachement mieux que OpenAI. Donc, je vais aller sur Perplexity. Et en l'occurrence, si je prends un abonnement à Mammouth, à la place de OpenAI, j'aurai accès à Perplexity directement. Voilà. Ce que j'envisage, c'est effectivement d'arrêter mon abonnement à ChatGPT. Alors, je vais perdre mon historique, enfin, je vais pouvoir le reprendre, mais je pense que je vais bien galérer à tout reprendre et tout incorporer. Alors, l'historique, je pourrais pas l'incorporer si j'utilise Po ou Mammouth. Je pourrais l'avoir que si je passe sur LibreChat, OpenWebUI ou TypingMind. Voilà. L'historique, il faudra que je fasse une croix dessus si j'utilise Po ou Mammouth. Après, il faut pas se leurrer. Moi, passer sur une solution open source ou TypingMind, ça va aller. Par contre, je pense que mon épouse, elle va pas être super contente parce qu'il va falloir que... Ou alors, moi, il va falloir que je fasse un travail de dingue pour rendre ça vraiment, vraiment friendly et qu'elle puisse l'utiliser comme elle utilise aujourd'hui ChatGPT. Donc une solution comme Mammouth me paraît une bonne alternative. On n'a pas accès aux agents, effectivement, les nouveaux agents de ChatGPT, mais on peut configurer des projets, sachant que ce que je vous ai pas dit sur Mammouth, c'est qu'avec votre compte Mammouth, et ça, ChatGPT ne le permet pas, ChatGPT le permet avec un abonnement pro, mais pas avec un abonnement plus, mais avec n'importe quel abonnement Mammouth, vous pouvez gérer une équipe. C'est-à-dire que vous mettez la taille de votre équipe, vous envoyez, vous renseignez l'adresse mail des membres, ils reçoivent une invitation et vous partagez l'abonnement, mais avec une interface complètement séparée. Donc chacun chez soi, chacun ses mammouths, et les diplodocus seront bien gardés. C'était quoi sa somme? N'importe quoi. C'est pas moi qui fais les blagues à 2 balles normalement. Chacun son mammouth, donc chacun ses conversations, chacun ses utilisations, avec ses personnalisations, etc. Voilà, donc je pense que je vais finir par sauter le pas et arrêter mon abonnement à ChatGPT. J'ai 3 semaines encore d'abonnement avant de passer à l'échéance suivante, donc j'ai encore 3 semaines pour y réfléchir. Et dans le futur, probablement un abonnement à Mammouth, un petit abonnement à 9 € par mois. Et en parallèle, je vais forcément réfléchir à passer sur LibreChat ou OpenWebUI. La décision entre les deux n'est pas encore prise, j'hésite. Et l'idée, en installant LibreChat ou OpenWebUI, ce sera vraiment d'avoir une station IA qui sera branchée sur Internet et donc interrogeable depuis n'importe quel device. Et ce qui fait que mes données seront hébergées localement chez moi. Plus du tout de cloud, plus du tout d'abonnement, et juste des clés API et des modèles locaux. Voilà, j'ai vraiment envie de tendre vers ça. Et si ces travaux, si ces installations vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça orientera peut-être mes travaux futurs. Si vous avez envie d'avoir des tutos particuliers sur les différentes solutions qu'on a vues, dites-le moi aussi en commentaire. Avec René, on se fera un plaisir de faire des tutos dédiés sur les différentes solutions au gré des vidéos à venir. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur mon studio IA. Voilà, et la semaine prochaine, on verra en détail ce que GPT-5 nous apporte.